Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective hebdomadaire de l'information. Il y a des tensions dans l'air au Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Deux camps s'affrontent. L'un conduit par André-Marie Dibamou, délégué CNDC, qui dit avoir été élu président de l'Assemblée générale du 15 mars. L'autre camp, conduit par la présidente du bureau exécutif, Fadimatou Iyawa Ousmanou, rejette en bloc toutes les résolutions de la dite Assemblée générale. On en parle en deuxième partie, mais avant, voici l'essentiel de l'actualité hebdomadaire. Pilate, ayant reconnu l'innocence du Fils de l'homme, cède à la pression populaire et livre Jésus aux soldats. Il sera crucifié selon les Saintes Écritures ce jeudi. Jeudi saint. Le conseiller l'archevêque a instruit de ne pas procéder au lavement des pieds. La Covid-19 affecte cette célébration. Les activités qui l'ont toujours meublée seront réduites à l'essentiel. Dans l'église catholique par exemple, la danse traditionnelle des Sani qui célèbre la mort de Jésus ne se fera pas. Il a demandé de faire des chemins de croix et de faire la passion toujours en respectant les mesures barrières. La liturgie de l'église sera célébrée comme telle, mais tout en évitant qu'il y ait des mouvements. Dans la grande famille Église évangélique du Cameroun et en l'occurrence à la paroisse de Mélène à Yaoundé, les mesures barrières sont renforcées. Des dispositions prises pour servir sainement la Sainte Seine. Nous avons eu à acquérir un matériel spécial qui nous permet de pincer le pain et de tendre aux fidèles qui au préalable aura reçu le gel sur les bras malgré le fait qu'ils aient déjà nettoyé les mains à l'entrée et le vin qui a été préalablement préparé. La Pâque entamée dès ce jeudi par le Trident pascal est la célébration de la vie donnée en abondance par Jésus-Christ. Événement spécial cette année, mais qui garde toute sa symbolique. C'est la vie que le Christ nous apporte et en vivant cette crise qui donne la mort, le Christ vient nous donner la vie d'une manière autre. Nous savons que nous servons un Dieu de la vie et à chaque occasion ou chaque décision qui est prise pour que la vie soit davantage célébrée, nous ne baissons pas les bras pour que ces mesures-là soient observées. Cette célébration sera également l'occasion d'intensifier la sensibilisation dans les lieux de culte à travers différents supports de communication, comme c'est le cas ici, à l'ESC Mélène. Ici, des cours théoriques de chimie. Là, des démonstrations pratiques en laboratoire. C'est juste une réaction pour identifier un changement de couleur de violet, qui est la couleur du potassium, à une couleur transparente, qui est la couleur à la fin du test chimique. Donc pour cela, nous allons dissoudre le fer oxychlorique dans de l'eau, dans un récipient, et nous allons y ajouter du potassium de permanganèse. Voilà à quoi ressemblent les congés des élèves en classe de OPA 6 de cet établissement scolaire à Yaoundé. Eux ainsi que leurs camarades des autres classes d'examen sont en stage bloqué. Une seule pensée les anime, obtenir avec brio leur examen de fin d'année. Je pose le GC élève l'année-ci et je voudrais bien, en fait je vais l'avoir l'année-ci, donc on met les efforts et tout. Avec l'aide des professeurs, on réussit à s'en sortir, on se bat. My target is to have my GC advanced level since I've just wrote the regional mock and I've seen the difficulties I had in subjects. So I'll put much more effort to prepare much more for my GC advanced level. Pour les patrons d'établissements et enseignants, c'est l'heure de maximiser avec les travaux dirigés, vu qu'une bonne partie des programmes s'est vue amputée à cause des restrictions liées au Covid-19. J'ai décidé de garder tous les enfants qui composent la terminale et la première pour qu'ils puissent avoir plus de notions pour affronter le troisième trimestre. Vous savez que ce trimestre n'est pas très long et de se faire tout ce dans l'informatique, ça attelle à mieux travailler pour affronter l'examen avec un moral très haut. Ces congés de Pâques marquent un tournant décisif dans la préparation des examens de fin d'année. L'armée camerounaise dépeint en noir au-delà de nos frontières. Une attaque de trop contre nos soldats, engagés au front de la défense, du maintien de la paix et de la stabilité dans notre pays. Nous nous disons qu'il y a la démoraliser la troupe et comme ça on peut obtenir par d'autres voies ce qu'on n'a pas pu obtenir
étrangers accusaient nos vaillants soldats d'avoir, lors de leurs opérations, agi en violation des droits de l'homme. Une notion pourtant bien assimilée par des coups de formation des hommes, tout niveau confondu, du simple soldat à l'officier. C'est depuis l'école, le centre d'instruction, ce que c'est que les droits de l'homme, les droits humains et à quoi ils s'exposent. À l'Assemblée nationale, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense monte au créneau pour dénoncer les misères de nos militaires. Nous enterrons des hommes parfois étêtés, sans tête, les militaires découpés. Nous n'en faisons pas la moindre publicité, nous les enterrons dans la dignité. La grande muette reste muette, mais agit. Les répressions à l'endroit de ces soldats se font d'ailleurs sans état d'âme. Nous avons ici à Yaoundé, derrière le ministère de la Défense, une prison militaire. Il n'y a pas dans le pays une maison d'arrêt qui ait un régime draconien comme celui-là. Les exploits de l'armée camerounaise salués pour l'occasion par les membres de la Chambre basse du Parlement, qui, au nom du peuple camerounais, encouragent nos soldats à toujours servir avec honneur et fidélité. Le moment était solennel, le cadre idéal pour la réalisation de l'inédit. On a failli passer cela sous silence à l'Assemblée nationale et pourtant, les députés se sont portés à l'offensive face aux attaques répétées des gouvernements et des parlements des pays partenaires, autant que des ONG, organisations non gouvernementales internationales, en considérant que dire c'est faire. Toutes les fois, la critique est dirigée vers la malgouvernance, vers la gestion des droits de l'homme, aidée en cela par des médias communiquant au nom de l'idéologie et de la civilisation moderne, et j'ajoute occidentale. Il était donc temps que les députés camerounais créent un choc psychologique à leur propre gouvernement. La diplomatie parlementaire s'est réveillée dans une posture d'évolution tactique en revendiquant la place du peuple dont le député est le représentant dans le processus d'élaboration des habitudes et des pratiques de la diplomatie. Si l'Europe n'est pas le paradis, Yaoundé ne l'est pas non plus, des tas qui sautent à l'œil nu, c'est vive et l'espoir d'un changement de paradigme commence à se fatiguer selon ceux qui vivent le monde à partir de leur monde. Un bon monde assurément, mais un peu extérieur au Cameroun. Contrairement aux habitudes, l'action des députés est d'éclat. C'est d'autant plus que c'était une nécessité existentielle, même en temps de crise diplomatique, c'est-à-dire les voix souvent crédibles, mais pas toujours autorisées, qui déchirent l'image du pays sur la place de Monsieur Tout-le-Monde au nom, dit-on, du perfectionnement de la démocratie et de la science, au nom de l'évolution des cultures et de la civilisation. Bref, à celui des écosystèmes qui veulent promouvoir la paix, mais usant assez souvent des valeurs de l'impérialisme. Les députés camerounais se donnent la main pour dire que là-dedans, il y a beaucoup d'hypocrisie. L'Europe et l'Amérique sont ces deux régions diplomatiques visées par le législateur camerounais qui entend dire au gouvernement qu'il n'est pas bon que celui-ci avance désormais seul. Les élus et dont l'avis du peuple souverain peut et doit être sollicité à toutes les étapes de validation de la diplomatie. Si le Congrès américain ou les eurodéputés parlent de nous, ripostons ipso facto, semble dire les élus de la nation camerounaise pour enlever au gouvernement et même au président de la République la quasi-exclusivité en la matière. Sur la question, le peuple s'est visiblement mis debout à travers les députés qui revendiquent sa souveraineté dans tous les équilibres de la terreur internationale. Dans tous les équilibres de la terreur internationale, ce n'était pas le cas avant. La famille de puissance prend corps progressivement. Nous sommes au siège de l'Union démocratique du Cameroun ce jeudi. Tous les éléments sont réunis pour que débute enfin le point de presse. Soudain survient un intrus, le sous-préfet de Yaoundé 1er, accompagné des forces de maintien de l'ordre. La présidente de l'UDC contraint l'autorité administrative en huis clos pour lui expliquer l'objet de la rencontre. Autour de la table, Maurice Kamto, Cabral Libi, Joshua aussi et les autres leaders de la coalition commencent à perdre patience. Les tensions montent, certains leaders quittent la salle des travaux. La presse reste sur place. Puis
Après de multiples concertations et des coups de fil entre l'autorité administrative et le préfet, la réunion peut enfin se tenir. La déclaration tant attendue est rendue publique. Ces principaux partis de l'opposition ont décidé de s'unir pour la réforme du système électoral, système qui, selon eux, présente beaucoup de manquements. Nous ne pouvons pas immédiatement vous dire, bon, voilà, il y a, nous, à notre niveau, ici, chacun peut déjà avoir quelque chose. Mais on ne peut pas déjà clôturer ces manquements. Le débat n'est plus sur ces manquements. Pour ceux qui n'en trouvent pas, tant mieux. Mais pour ceux qui en trouvent, ils ont jusqu'au 15. Si au bout, il n'y en a pas, d'accord, on vous convoquera et on vous dira on n'a pas trouvé de manquement, le code est bon, on continue. Une plateforme de discussion est mise en place par les principales parties concernées. Elle est chargée de recueillir jusqu'au 15 avril des propositions de tous bords visant à mettre sur pied un système électoral crédible. Mais nous allons réfléchir avec deux actions. Une action sur le code électoral consensuel qui va toucher notamment le système électoral et une action sur les modifications des dispositions pratiques. Ces principaux leaders de l'opposition annoncent dès le 15 avril la mise en place d'une stratégie qui va contraindre le pouvoir en place à revoir le système électoral. Madame, Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, la rétrospective hebdomadaire de l'information. Nous recevons à l'instant un visage connu des milieux jeunes. Il incarne la diversité au plan professionnel. Il est journaliste, écrivain, consultant, très futé sur des questions internationales. Cette diversité à lui reconnue est le fruit de sa formation. Il est diplômé de l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Il est surtout docteur PhD, obtenu en leadership à l'Université de Massachusetts dans l'État de Missouri aux États-Unis d'Amérique. Le Conseil national, il la connaît, le Conseil national de la jeunesse, c'est une institution qu'il connaît bien. Et André-Marie Dibamou est juste assis en face de moi. André-Marie Dibamou, bonjour et bienvenue sur le plateau de la rétrospective de l'info. Bonjour Monsieur Arnaud Kefac, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et tous les fidèles de la rétro de l'information. Alors, vous avez regardé un peu le round-up de l'actualité présenté par la rédaction de Canal 2. Est-ce qu'en dehors des informations diffusées, il y a une actualité qui a retenu votre attention au cours de cette semaine qui s'achève? Disons que la semaine s'achève avec cette concertation des leaders de l'opposition camerounaise qui reviennent sur la nécessité de revoir le code électoral camerounais, une concertation qui survient après une première annonce de l'organe en charge de l'organisation matérielle des élections, Elections Cameroun, qui, dans un appel aux différents acteurs de ces services déconcentrés, demandait à ce qu'il y ait une sorte de remontée d'informations sur les insuffisances du code électoral. Et il me souvient également que depuis le contentieux post-électoral de 2013 d'abord, les premières élections sénatoriales, si mes souvenirs sont très bons, au niveau de la Cour suprême, le contentieux de 2018 après l'élection présidentielle, il est remonté à la surface un certain nombre d'irrégularités ou mieux d'insuffisance de notre système. Toute chose qui est par ailleurs normale dans la mesure où un système est appelé à se perfectionner avec le temps. Donc aujourd'hui que les leaders de l'opposition s'entendent sur l'urgence de penser et de repenser ce système électoral-là de manière à ce qu'il puisse permettre par exemple aux uns et aux autres d'être candidats à l'élection présidentielle sans nécessairement par exemple attendre 35 ans, ça c'est juste un exemple. Le fait de mettre l'âge de l'électeur à 21 ans alors qu'il peut par exemple être pénalement responsable à 18 ans, c'est des insuffisances qu'on peut corriger pour rendre le corps électoral plus important si tant est que on veut vraiment donner le pouvoir à la jeunesse. Voilà les différents acteurs qui peuvent concerner la jeunesse. Si on veut vraiment rendre jeune notre système de gouvernance, nous devons commencer par lever les verrous qui empêchent la jeunesse d'aller plus loin. Dans le code électoral, par exemple, saviez-vous il est dit que lorsque vous avez les listes électorales avec le même nombre de voix, notamment pour les élections législatives et municipales, la liste qui est privilégiée, c'est celle qui a la moyenne d'âge la plus élevée. C'est-à-dire que la jeunesse n'est pas considérée dans le code électoral comme étant une force, mais au contraire comme une faiblesse.
Et pour nous, au sein du Conseil national de la jeunesse, s'il fallait porter un plaidoyer, ce serait celui-là. Premièrement, de ramener l'âge de vote à 18 ans. Deuxièmement, de lever le verrou sur les élections sénatoriales qui sont à 40 ans, la présidentielle à 35 ans. On peut les ramener à l'âge électoral. Si on est capable de voter dans un pays, c'est qu'on est capable d'assurer des responsabilités. Donc, on doit harmoniser sous tous ces âges-là pour permettre vraiment à la jeunesse politique de s'exprimer. On imagine que vous, un leader jeune, vous allez porter toutes ces revendications auprès peut-être de la coalition qui va porter définitivement la voix des acteurs auprès des instances habilitées. Mais je voudrais comprendre, parce que vous êtes candidat déchu, on va dire comme ça, des dernières élections législatives. Est-ce que vous considérez comme une victime de ce code électoral aujourd'hui qu'on considère comme un peu vieilli? Tout à fait, j'ai été candidat dans le Fundi pour les élections législatives. Donc le souci était évidemment de ratisser l'âge autour de la jeunesse pour porter une voix au sein du Parlement, qui est le lieu par excellence où les décisions se prennent, le contrôle d'action gouvernementale, les propositions de loi notamment. Donc nous pensons que nous avons été heurtés notamment aux contingences liées à la constitution du dossier. Parce que figurez-vous que pour être candidat, il vous faut 7 millions à peu près, rien que de caution. Pour l'élection. Maintenant, il vous faut avoir des scrutateurs. Le Fundi a plus de 2000 bureaux de vote. C'est-à-dire que si vous avez un seul scrutateur par bureau de vote multiplié par, je sais pas, par 2000 francs de frais de casse-croûte, par exemple, de la journée, puisque c'est vous qui prenez en charge vos scrutateurs, c'est énorme. Donc, les contingences d'ordre financier, les conditionnalités économiques qui accompagnent la candidature dans l'élection législative ne permettent pas que les entrepreneurs politiques jeunes, ne permettent pas que les jeunes qui n'ont pas une assise financière, une assiette financière importante, ne permettent même pas que les nouveaux partis politiques qui n'ont peut-être pas l'expérience et les grandes capacités de mobilisation des ressources financières que les autres puissent présenter des candidats un peu partout. C'est pourquoi vous verrez certains partis politiques se sont concentrés dans leur fief électoral. Nous avons pris le pari de venir dans le Fundi simplement parce qu'on s'est dit c'est le siège des institutions et si nous avons une vocation nationale, si nous avons une vocation à ratisser l'âge, il faut bien se battre là où les conditions sont pour le moins un peu difficiles. Donc nous ne sommes pas victimes de ce système, mais nous sommes confrontés aux dures réalités de la constitution de dossier, au contrôle des votes, à notre qualité de jeunes, même pour être accepté dans l'espace public, médiatique en l'occurrence, n'est pas chose facile pour la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans presque toutes les émissions qui sont consacrées à la politique ou à l'actualité, un certain nombre de castings déjà préétablis, des jeunes ou des moins jeunes qui passent déjà. Vous voyez que quand vous arrivez avec une nouvelle idéologie, quand vous êtes nouveau, vous vous heurtez à cette autre réalité-là qui n'est pas du tout simplement la réalité du Cameroun. On va dire que vous pouvez témoigner que le Canal 2 fait la différence. Avec vous surtout, André-Marie Dibamou, on va parler le temps de cet entretien, de ce tumulte qui secoue le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Vous en êtes l'instigateur à tort ou à raison. Nous le saurons peut-être, mais je vous propose de regarder ce reportage signé Daniel Anissé Boudier et Alain Ghislain Kanga. On est loin d'une atmosphère sereine au Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Le mandat du bureau exécutif, qui arrive à son terme le 31 mars prochain, est sous le feu des critiques. Ce qui se passe, c'est que le bureau qui avait été élu en 2018 était incomplet, c'est-à-dire 7 membres au lieu de 10 comme nos textes le demandent. Il s'agissait de compléter ce texte entre-temps, ce qui n'a pas été fait. Reproché également de n'avoir tenu d'assemblée générale durant son mandat, les membres se sont réunis en session extraordinaire le 15 mars dernier. Parmi les résolutions prises, la dissolution du bureau exécutif. La présidente du CNJC, dans un communiqué datant du 15 mars dernier, nie la tenue de cette assemblée générale extraordinaire. Une telle assise est régie par l'article 19 alinéa 9 du règlement intérieur du CNJC et implique au préalable obligatoirement la saisine de la présidente. Saisir la présidente, c'est une correspondance, mais informer la présidente, c'est pas tout moins les sans traces, et nous l'avons fait. De plus, la qualité du délégué du centre, initiateur de la tenue de cette assise, est remise en cause. Il est bel et bien membre de l'Assemblée générale, délégué du centre, mais il n'a pas qualité de convoquer une Assemblée générale, il n'a pas les capacités et il n'est ni membre du bureau exécutif pour faire ce qu'il est en train de faire. Le bureau exécutif a organisé le 19 mars une réunion de concertation
avec les 10 présidents régionaux. Ils ont émis un ensemble de doléances pour l'avenir et le ministre a pris acte. Une demande de prorogation du mandat du bureau pour mieux préparer les élections est l'une des résolutions présentées à la tutelle le 19 mars dernier. André-Marie Tibamou, élu président de l'Assemblée générale, convoque l'article 39 des nouveaux textes du CNJC dans un communiqué rendu public ce 22 mars. En cas de nécessité ou de force majeure, le mandat des membres du bureau exécutif, des commissaires aux comptes, ainsi que des délégués nationaux peut être prorogé de 6 mois, renouvelable par acte du président de l'Assemblée générale, après avis de la tutelle. Affaire à suivre. Voilà, nous commençons à présent notre entretien avec notre invité, André-Marie Tibamou. Je voudrais qu'on commence par le dernier rebondissement de ce qui convient aujourd'hui d'appeler le CNJC GET, la circulaire de la présidente du bureau exécutif que vous avez dit débarquer au cours de l'Assemblée générale du 15 mars dernier. Cette circulaire publiée hier, vous avez réagi par la suite. Pourquoi ? Écoutez, la circulaire parle d'une concertation auprès des leaders du CNJC au niveau départementaux, communaux et régionaux à l'effet de régler un problème lié au dysfonctionnement que le bureau exécutif aurait subitement découvert dans les textes du Conseil. Alors ça m'amène à 2 observations. La première, c'est que pendant tous les 3 ans qu'ont duré le mandat, il n'y a jamais eu de concertation aucune, ni au niveau national, ni au niveau régional, ni au niveau départemental, ni au niveau communal. Il a fallu que nous soulevions, que nous organisions l'Assemblée, n'est-ce pas, du 15 mars pour que le bureau exécutif daigne désormais parler de concertation. Toute chose qui nous porte à croire qu'il s'agit d'une manœuvre pour discréditer notre Assemblée du 15 mars, puisque les différentes résolutions ou les manquements qui sont cités dans la circulaire sont celles que nous avons essayé de résoudre dans les nouveaux statuts et règlements intérieurs qui ont été adoptés à l'unanimité des membres. Notamment quoi ? Notamment la prorogation des différents mandats, parce qu'on s'est dit que la jeunesse est de 15 à 35 ans. Mais la jeunesse du Conseil, c'est de 15 à 32 ans. Parce que entre 32 ans et 33 ans, au sein du Conseil, vous pouvez être un électeur, mais vous ne pouvez pas être éligible. Donc, on s'est dit que c'est une injustice. Il faut donc ramener cet âge, harmoniser cet âge à 35 ans, de manière à ce que ceux qui sont des électeurs puissent également être éligibles. Ça, c'est d'un. De 2, nous avons pensé que si le mandat, chaque fois, a nécessairement besoin d'être prorogé d'1 an, de 2 ans, que ce soit le mandat avant celui-ci, avant celui de 2018, il avait été prorogé. De 2 ans, le mandat 2018 est forclos, je crois que vous le saviez, depuis le 1er avril, c'est-à-dire il y a quelques heures, depuis le 1er avril, ce mandat est forclos. Donc aujourd'hui, il n'est plus question qu'on aille vers des tergiversations sur la longueur des mandats. Nous avons choisi par exemple de ramener à 5. Deuxième chose. Troisième chose maintenant, c'est au niveau des prorogations. Les textes actuels ne nous disent pas, c'est ceux qu'ils ont appelé les vides juridiques, mais que nous avons complété déjà. Les textes ne nous disent pas, par exemple, quelle est la durée de la prorogation du mandat du bureau exécutif, que ce soit par l'Assemblée ou par la tutelle. Or, on peut donc proroger les mandats ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'un ministre de tutelle peut décider de le faire autant de fois qu'il veut et pour des durées qui ne sont pas définies clairement dans nos textes. Nous avons pensé qu'il fallait le faire. Nous avons également pensé qu'il fallait harmoniser un certain nombre de choses au sein du Conseil, revoir les vides juridiques dans le règlement intérieur, les instances de contrôle en l'occurrence, parce que ça devenait un peu un conflit de compétences comme celui que vous voyez actuellement. Dans le texte, il est par exemple dit que le président de l'Assemblée générale est le seul à connaître des admissions et des exclusions au sein du Conseil. On a dit le seul. Mais dans les mêmes textes, il est dit que le ministre de tutelle peut exclure, peut admettre. Vous comprenez qu'il y a un conflit de compétences. Dans les textes, on vous dit que l'Assemblée générale est l'instance délibérante. Elle agit en premier ressort. Mais dans les mêmes textes, on vous dit que le bureau exécutif rend des comptes à la tutelle. Vous comprenez que, or, dans les attributs de l'Assemblée générale, on vous dit le bureau, l'Assemblée générale nationale contrôle l'action du bureau exécutif. C'est pas que des vides juridiques, mais c'est aussi des contresens profonds qui appellent, n'est-ce pas, à la réflexion. En effet. Et si vous prenez l'article 19, alinéa 9, qui a fait beaucoup des choux gras de la presse ces derniers temps, dans le même article, on vous dit
lorsque l'Assemblée générale extraordinaire est convoquée à l'initiative des 2/3, le signataire de la convocation informe le bureau exécutif qui a 15 jours. En cas de non-réponse du bureau exécutif, elle informe la tutelle avant la convocation de la dite Assemblée. On vous dit avant la convocation. Or, le vide se trouve à quel niveau? C'est-à-dire que puisque on vous dit de convoquer 15 jours, d'informer 15 jours avant la convocation. Là, c'est le bureau exécutif. Vous informez 15 jours avant la convocation. C'est-à-dire que vous avez déjà une date de la convocation. Mais on vous dit vous informez encore 15 jours le ministre avant la convocation encore. Vous comprenez qu'il y a un quiproquo juridique important qu'il faut régler. Donc, mais je voulais rester un peu sur la circulaire de la présidente du bureau exécutif national. Finalement, on a l'impression que vous jouez à un ping-pong où la sortie de l'une des parties implique la sortie de l'autre partie. Qu'est-ce qui se joue au niveau de ces réactivités ou de ces réactions? Il s'agit pour nous désormais de contrôler l'action du bureau exécutif au niveau de l'Assemblée générale. Ce sont nos prérogatives. C'est-à-dire que lorsque le bureau exécutif sort de ses attributions, sort de son champ d'action, nous avons le devoir de l'interpeller. C'est ce que nous avons fait dans Lequel des bureaux exécutifs? Le bureau exécutif actuel. Le bureau exécutif. Ça veut dire vous reconnaissez qu'il y a un bureau exécutif alors que vous dites avoir débarqué ce bureau? Nous parlons du bureau exécutif du 1er avril 2018 qui a pris fin le 1er avril. Qui n'est plus actuel. Qui n'est plus actuel, mais qui continue à exercer en tant que tel. Je ne vis pas sur la planète Mars. Nous avons peut-être débarqué ce bureau depuis, pour des raisons que nous avons évoquées, notamment parce qu'il est incomplet. Comment aujourd'hui il y a une confusion qui s'est installée entre le bureau exécutif et la présidente du bureau exécutif. Et je voudrais qu'on lève cet équivoque. La présidente du bureau exécutif est déléguée à l'Assemblée autant que tous les membres du Conseil. Autant que vous? Autant que nous sommes tous élus comme des délégués à l'Assemblée. Il se trouve qu'elle assure en plus de ses fonctions la fonction de président du bureau exécutif. Et qui élit ce bureau? C'est l'Assemblée générale. Et donc lorsque dans ce bureau qui est constitué de 10 personnes, un président, un vice-président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un trésorier général adjoint, un secrétaire général adjoint et 3 commissaires, ça fait 10. Sur les 10 membres que constitue le bureau exécutif du 1er avril 2018, il n'en reste que 4, c'est-à-dire une présidente, une première vice-présidente, un secrétaire général adjoint et un trésorier général adjoint. Mais puisqu'on est en fin de mandat, ça va se renouveler bientôt. C'est ce que nous appelons de tous nos voeux, parce que l'une des résolutions que nous avons prises le 15 mars dernier était notamment de constater que rendu à la fin de mandat du bureau de 2018, il est impératif que de nouvelles élections soient organisées. Mais maintenant, les élections auraient dû être organisées en respectant un certain nombre de délais. C'est pourquoi les délais étant passés, notamment celui du 12 janvier, parce que c'est à cette date-là que doit être convoqué un corps électoral pour une élection qui doit avoir lieu en mars. Donc c'est en janvier, en février, en fonction des niveaux, c'est-à-dire le niveau départemental, communal, régional. Donc voilà. Donc c'est pas un ping-pong pour revenir à votre question que nous avons. C'est pas un challenge. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de recadrer. Parce qu'on s'est rendu compte que chaque fois que vous sortez, la présidente du bureau exécutif sort, on s'est rendu compte que dès qu'elle sort, vous sortez également. Nous restons sur le droit. Si vous lisez notre communication, que ce soit celle d'aujourd'hui, d'hier ou celle avant, nous essayons de rester dans les textes. C'est-à-dire qu'aucune concertation, aucune modification de texte au sein du Conseil ne peut se faire en dehors d'une Assemblée générale extraordinaire. Mais lorsque vous lisez une circulaire qui vous dit que nous sommes en train de modifier les textes, nous avons remarqué que les statuts n'étaient pas bons et nous allons les modifier. Avec qui? Avec les présidents des communes, avec les présidents des départements et avec les présidents des régions. On est encore au niveau des consultations, André Marie. Les consultations se font peut-être en prélude à la convocation d'une Assemblée générale qui va se tenir dans les prochains jours. Là, les textes sont clairs. Les textes ne parlent pas d'une concertation qui se fait en amont pour une. Les textes disent que les modifications doivent accompagner les invitations, c'est-à-dire les projets de modification. Et ces projets de modification se définissent à l'Assemblée générale qui met sur pied les différentes commissions. C'est dans les commissions, la commission juridique notamment, qui va se charger de mener les consultations. Ce n'est pas au bureau exécutif de le faire. Et c'est à l'Assemblée générale de mener ces consultations. Alors pourquoi vous n'avez pas saisi cette perche tendue par le bureau exécutif
exécutif national à travers cette circulaire pour dire, parce que vous releviez un certain nombre d'insuffisances ou de quiproquos dans les statuts et le règlement intérieur, pourquoi vous n'avez pas saisi cette perche pour justement faire passer vos propositions relativement au statut et au règlement intérieur quant à leur modification éventuelle? C'est pas à nous de saisir la perche, c'est à eux de saisir la perche. Pourquoi? Parce que c'est un bureau, nous l'avons dit, qui est illégal et illégitime sur le plan de nos textes, qui ne peut pas se tenir parce que nous ne pouvons jamais atteindre son quorum. Parce qu'un bureau ne se tient pas quand il n'y a pas de quorum. Un bureau de 4/10, c'est pas le quorum des 2/3 pour tenir des réunions et prendre des décisions. Or, toute décision de cette nature ne peut émaner que d'une assemblée générale. Ça, c'est de 2. De 3. Les résolutions, les concertations, ou mieux les propositions qui sont les nôtres ne sont pas le fruit de notre imagination ou des consultations de 15 jours. Vous avez vu, les consultations doivent partir jusqu'au 15 avril. Alors moi, je trouve ça, c'est non seulement léger, mais c'est penser, c'est discréditer tout le travail que nous avons abattu depuis 2019 pour aboutir à nos propositions. Nos propositions ne sont pas des propositions qui sont dictées par d'autres officines qui sont autres que celles de la jeunesse. Nos propositions sont le fruit d'un travail de terrain auprès des jeunes qui ont exprimé leurs difficultés parce que depuis 3 ans, figurez-vous, ils n'ont reçu aucune visite du bureau exécutif national, aucune subvention, malgré le fait que tous nos partenaires économiques ont respecté leurs engagements financiers, malgré le fait que les allocations budgétaires de l'État ont continué à être injectées au sein du fonctionnement du Conseil. Saviez-vous par exemple que 100 millions chaque année, c'est pour qu'il y ait ce genre de consultation? Alors, nous avons pensé que venir après que le mandat soit échu, parler d'une concertation à laquelle on voudrait associer un grand nombre, c'est simplement une fuite en avant, mais non seulement, mais c'est également une tentative de discréditer l'Assemblée qui s'est tenue en bonne et due forme et qui a accouché d'un certain nombre de résolutions qui sont salutaires, notamment un nouveau statut pour le Conseil et un nouveau règlement intérieur. André-Marie Dibamou, dites-nous, parlons de cette Assemblée générale tenue le 15 mars dernier, que vous avez justement présidé, ou que vous présidez désormais au Destiné. Sur quoi fondez-vous la légalité et la légitimité des acteurs? Sur les 2/3 et sur les membres, sur les participants. Vous savez, le Conseil, l'Assemblée générale du Conseil, c'est comme l'Assemblée nationale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque délégué à cette Assemblée est un député à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il agit au nom d'une circonscription, mais il agit davantage au nom de toute la jeunesse camerounaise. Puisqu'il en est délégué. Il en est délégué. Il n'est plus délégué régional. Moi, j'ai entendu parler de délégué régional. Je ne suis pas le délégué d'une région. Je suis élu peut-être par la région. Vous êtes délégué issu d'une région. Je suis délégué issu d'une région, tout comme chacun est issu de quelque part au Cameroun. Mais davantage, je me définis comme un délégué national. Et c'est le cas pour tous les 60 membres, puisque chaque région envoie 6 délégués à l'Assemblée nationale du Conseil. Donc, les députés de cette Assemblée représentent déjà suffisamment cette jeunesse. Lorsque j'entends parler des consultations qui vont se faire au niveau communal, alors que cette commune a déjà donné mandat à un délégué communal qui agit au niveau départemental, lequel a donné déjà mandat au niveau départemental pour agir au niveau régional, lequel a déjà donné mandat au niveau régional pour agir à l'Assemblée générale nationale. On veut donc laisser l'Assemblée générale. C'est comme si le gouvernement de la République laissait les débats de l'Assemblée pour aller les faire dans les communes et dans la rue. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire on évite le vrai débat, l'espace que le chef de l'État a créé pour les vrais débats, c'est-à-dire l'Assemblée générale du Conseil, pour aller faire des consultations, j'ai envie de dire, dans les quartiers. Mais ce n'est pas ça qui est le plus étonnant. Mais nous réagissons davantage parce que si ça n'avait pas été des dispositions qui étaient violées dans nos textes, nous n'aurons pas réagi. La preuve, c'est que jusqu'à ce que ce mandat arrive à échéance, nous n'avions pas pris la parole. Parce que nous estimions qu'il y avait eu des contingences qui ont conduit à un bureau dont nous sommes tous comptables. Nous l'avons laissé agir jusqu'à ce que lorsque nous Justement, vous êtes aussi comptable de ce mandat qui s'achève. Nous sommes tous autant comptables de ce mandat que le bureau lui-même l'est. Pour la simple raison que nous sommes des délégués de cette Assemblée depuis 2019. Nous aurons dû dissoudre ce bureau depuis 2019 lorsque le secrétaire général s'en est allé dans des conditions qu'il ne sied pas de relever ici à la télévision. Mais nous aurons dû encore le faire lorsque des informations nous sont parvenues, des malversations de la part du bureau exécutif qui ont conduit notamment à l'exclusion et à la suspension du trésorier général après le grand dialogue national qui était une honte pour la jeunesse. Nous aurons dû le faire à plusieurs occasions où l'image de la jeunesse a été traînée au sol par ses représentants
les plus légitimes. Donc aujourd'hui, nous pensons que mieux vaut tard que jamais, parce que la jeunesse se rend compte qu'elle est dotée d'un outil que le chef de l'État a mis à sa main, à sa disposition pour pouvoir s'exprimer, un espace qui est à elle confié, puisque nous ne sommes pas partout en même temps. La jeunesse n'est pas dans le gouvernement. La jeunesse, toute chose étant égale par ailleurs, elle n'est pas à l'Assemblée, elle n'est pas au Conseil économique. La jeunesse entendue au sens du Conseil national de la jeunesse. Elle n'est pas au Conseil économique et social, elle n'est pas dans tous ces grands lieux de pouvoir, elle n'est pas, je sais pas, à la Cour suprême, elle ne sera peut-être pas ou jamais à la Cour constitutionnelle. Mais où est-ce qu'elle doit être, monsieur Ardonguefam? C'est pour ça que je voudrais faire cette précision que vous parlez de la jeunesse entendue au sens du Conseil national de la jeunesse. Mondial. Donc, notre combat n'est pas simplement un combat d'ici et de maintenant, un combat de l'instant, un combat du Cameroun, c'est un combat à l'échelle internationale, parce que d'autres jeunes nous regardent ailleurs et ils vont nous poser des questions. Ils le font déjà en nous demandant qu'est-ce que vous faites du Conseil dans votre pays. Alors, les membres du bureau exécutif national dont vous parliez tout à l'heure estiment que la dite Assemblée générale ne s'est jamais tenue et que certaines personnes mises dans le lot de vos 2/3 brandis pour légaliser votre tenue de l'Assemblée générale, que ces 2/3 revendiquent ou bien contestent le fait que vous les ayez cités. Quelle preuve avez-vous de la tenue de cette Assemblée générale et de l'implication justement effective de ces 2/3 de membres? Écoutez, nous avons commencé une concertation. La question, c'est sur les preuves. Une concertation depuis 2018 avec les jeunes au Grand Dialogue National. Nous nous sommes convenus que depuis notre élection en avril, le 1er avril 2018, nous n'avions jamais eu d'assemblée et nous n'étions jamais discuté, parlé de nos problèmes. Donc, il était important qu'on crée un cadre, c'est-à-dire qu'on improvise une assemblée. Et à cette occasion, le bureau de l'époque, qui était encore peu ou prou complet, a décidé de convoquer une réunion de bureau aux 2/3, puisque le bureau a cette capacité, même sans la présidente. Ce bureau a constitué, a atteint son quorum, a tenu une réunion, a fait des résolutions qu'elle a saisi également, ce bureau, il a saisi le ministre de tutelle pour lui dire qu'en réalité, depuis que nous sommes élus en avril, nous n'avons jamais eu une seule réunion du bureau exécutif. Un an après, c'est-à-dire après le dialogue national. C'est des éléments que c'est signé, c'est-à-dire que chacun a déposé sa signature en 2019. Après cette première étape, puisque c'était la première étape légitime, il fallait saisir le bureau, constater qu'il était défaillant, saisir la tutelle, informer de ce que le bureau est défaillant, attendre les différentes résolutions. 3 ans après, le bureau n'a pas, je veux dire, rien n'a bougé, on n'a pas bougé d'un iota. Et donc nous avons au départ commencé de nouvelles concertations en début d'année, en fin d'année 2020, en se disant, ok, notre mandat finit en 2021, il prend un terme en 2021. Comment on fait? Comment on sort de cette affaire? Si on est entré par cette petite porte, si on a été pendant 3 ans aussi médiocre, est-ce que nous allons partir de là comme ça, en laissant ces textes tels quels, de manière à ce que d'autres qui viendront après trouveront les mêmes difficultés? Les délégués de toutes les régions qui ont été contactés nous ont donné leur accord. Cet accord, dans les textes, les vides juridiques ne nous disent pas que ce sont des signatures. Et c'est pourquoi on parle, le camp d'en face dit que ça doit forcément être des signatures. On vous a parlé de leur donner votre accord. Votre accord peut être un accord de principe, un accord peut être un accord verbal, un accord peut être un accord écrit, un accord peut être un accord téléphonique. Sur lequel de ces accords avez-vous surfé? Nous avons surfé sur tous les accords possibles, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, on a des délégués du Mayo Tsanaga qui se trouvent en même temps au Nigeria, au Cameroun en même temps. C'est-à-dire qu'ils doivent faire des déplacements. Ils n'avaient pas la possibilité de nous scanner, par exemple, les signatures. Nous les avions en photo, c'est-à-dire en image, qu'ils signent. Et puis moi, je participe, il fait un accord. C'est ce qu'on appelait une déclaration sur l'honneur. Nous en avons qui, dans les accords, les appels téléphoniques, vous disent, moi, je suis partant. Il y en a qui vous disent, dans les messages, par rapport à le truc, ok, vous ajoutez mon nom sur la liste. Maintenant, la signature, c'est un document, c'est-à-dire que c'est un document laissant trace. Il peut y arriver qu'il n'est pas un élément sur lequel il va imprimer votre support, le signer et le télécharger. Mais nous avons eu les accords de tous ceux dont les noms ont figuré sur ces listes et bien avant, que ce soit avant le 26 février à laquelle on rend public ce communiqué, ou ceux de 2019 après les consultations sur le Premier ministre chef du gouvernement. Combien de personnes exactement ont participé à cette Assemblée générale du 15 mars? Nous avons eu 42 personnes.
Exactement. Qui ont participé par vidéoconférence. Donc un peu plus de 2 tiers. Un peu largement au-dessus. Je suis tellement surpris. Vous avez demandé des preuves. Quelles sont les preuves que nous avons tenues? Nous avons, je veux dire que nous avons aujourd'hui une méthode plus rapide de travailler avec les nouvelles technologies. En créant les différentes commissions, on permet à chacun dans sa commission, avec ses groupes, de travailler sur les textes, de modifier un aspect, l'autre commission de travailler sur les résolutions et un secrétariat général de coordonner les actions. Lorsque ces travaux sont faits en commission, ces différentes personnes peuvent se dénoncer. Vous trouvez normal que depuis que nous sommes en train de parler de ces noms et de ces corons-là, il n'y ait que 2 personnes, et qui plus est 2 personnes de la région du centre, toute chose qui a d'ailleurs justifié que je sois convoqué dans la région du centre, parce que 2 personnes dans la région du centre ont estimé qu'elles ne voulaient pas, elles ne devraient pas faire partie de ces 2 tiers. Mais je voudrais également préciser que la convocation à l'Assemblée générale n'est pas simplement une convocation adressée aux 2 tiers. Lorsque vous êtes membre de l'Assemblée générale, vous avez le devoir de participer à une assemblée, quel que soit celui qui l'a convoqué. À partir du moment où c'est la majorité qui décide, vous vous soumettez au diktat de la majorité. C'est ce que beaucoup ont du mal à accepter aujourd'hui en se disant, voilà, nous avions le bureau exécutif, mais nous ne savions pas que l'Assemblée générale était encore plus puissante que le bureau exécutif. Mais la puissance de l'Assemblée générale vient de son nombre et vient de sa légitimité. Elle vient de ce que non seulement tout le monde s'est rendu compte de l'inertie et de la pusillanimité avec lesquelles le mandat échu a été conduit, mais les gens se posent la question, qu'est-ce que le Conseil? Et nous devons leur apporter des réponses. Nous avons le devoir d'apporter ces réponses à ces personnes. Et c'est pourquoi nous avons tenu à mener ces actions. Alors, André Barré-Dibamo, vous avez convoqué les articles 15, 16, 19, 39, alinéas 2 et 3 des statuts du Conseil national de la jeunesse du Cameroun pour justifier ces agissements qui auraient abouti justement à la dissolution du bureau exécutif. Ou bien c'est l'Assemblée générale qui est dure? Non, la loi a rendu l'idée, donc nous devons simplement appliquer. Est-ce que l'Assemblée est dure? L'Assemblée a été froide sur un certain nombre de choses, elle n'a pas lésiné sur les moyens. Non seulement elle a donné un coup de pouce au bureau exécutif, je vous dis une fois de plus, et peut-être que ça ne choque pas assez, mais le bureau est constitué de 4 personnes. C'est-à-dire que dans un bateau ou dans un avion, vous avez le pilote et vous avez le copilote. En l'absence d'un de ces 2 membres, l'avion ne peut pas décoller. Vous avez un avion qui décolle, et qui se dit qu'il va atterrir, et qui dit qu'il va partout, qui dit qu'il est reçu partout, alors qu'il manque des passagers à bord, alors qu'il manque des responsables d'équipage, alors qu'il manque des techniciens de carburant, alors qu'il manque... Et lorsqu'il y aura des pannes, et lorsqu'il adviendra qu'il y a une difficulté, qui va en répondre? Est-ce que le capitaine de bord, qui se dit du fait de sa vie ou je sais pas, du fait que lui soit encore vivant ou dans le bateau, fait que le bateau peut marcher? Non, il y a une équipe. Et ce bureau n'est plus une équipe. Nous lui avons simplement tendu une perche et c'est à ce bureau de saisir la perche de la jeunesse et de se mettre. Et nous sommes heureux, Arnaud, que enfin le bureau décide de reconnaître qu'il y a des insuffisances dans les textes, mais trouve encore des subterfuges pour pouvoir concerter plutôt d'autres personnes. C'est l'occasion de se rapprocher de l'Assemblée générale et dire, nous au bureau, nous avons constaté, nous sommes d'accord désormais que le texte n'est pas bon, mais l'Assemblée générale a fait ci, a fait ça, nous sommes prêts à travailler ensemble. Alors, vous avez été convoqué chez le gouverneur de la région du centre mercredi dernier. André Barré-Dibamo, de quoi était-il question exactement? En quel moment? Il était question de tout ce qui s'est passé au sein du Conseil, j'allais dire, au niveau national. Mais il y avait un quiproquo, parce qu'on me convoque parce qu'il y a eu des cas d'indiscipline dans la région du centre. Justement, la convocation du gouverneur parle d'indiscipline. Dans la région du centre. Or, je n'ai jamais participé à une seule assemblée de la région du centre. Je n'ai jamais pris une seule décision concernant la région du centre. La région du centre ne s'est jamais rassemblée depuis 2018. Donc, comment puis-je permettre des cas d'indiscipline dans le cadre d'une assemblée qui n'a jamais eu lieu?
Donc c'est déjà un non-lieu, c'est une hérésie juridique. Mais en réalité, il a plus été question donc de ce qui s'est passé au niveau national. Or, je reconnais beaucoup de compétences au gouverneur. D'ailleurs, c'est le gouverneur de la région qui installe les membres de la région, du conseil, c'est-à-dire ceux du conseil régional. Donc maintenant, les cas d'indiscipline, il s'agit des 2 membres que vous avez cités qui ont saisi le ministre de tutelle en lui faisant état de ce que leur nom figure sur une liste alors qu'ils ne sont pas signataires, ils ne sont pas partisans. Bref, c'est des gens qui veulent se laver, des Ponce Pilate. Et le ministre, à son tour, saisit donc le gouverneur territorialement compétent en matière de problèmes de cette région-là, en réalité, pour lui dire, dans votre région, il y a des personnes qui... Or, au sein du conseil, il n'y a pas de délits, il n'y a que des indisciplines, il n'y a pas de crimes non plus. Donc, tout ce qui se passe dans le cadre du conseil est considéré comme des affaires de discipline. Donc, c'est comme ça, c'est pourquoi sur ces différents éléments d'indiscipline au sein du Conseil, ces éléments d'indiscipline au sein du Conseil les passent en revue notamment et reposent la question sur les signatures des uns et des autres. Mais nous revenons encore avec cette merveilleuse explication qui consiste à dire que tout le monde est invité à l'Assemblée générale. Vous l'avez déjà dit, André-Marie. Peu importe son rang, peu importe ses besoins, peu importe ses désirs, et les décisions de l'Assemblée générale sont d'application immédiate. Et s'imposent à tous. Et s'imposent à tous. Alors, André-Marie Dibamou, la convocation du gouverneur, il l'a motivé par une autre lettre du ministre de tutelle, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Moulouna Foutsou, qui est la tutelle du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Il a bien connaissance du problème qu'il y a actuellement au Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Il s'est exprimé, c'était au micro de Bouba Gomna et Thierry Camto. Je vous propose de l'écouter. Honnêtement, nous à la tutelle, on a été imperturbable dans notre vision de cette structure. Parce que comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse a des structures en place. Certes, nous sommes en fin de mandat, mais je pense que le Conseil était sur d'autres chantiers pour effectivement une bonne transition à la mandat. Suivre, d'où d'ailleurs l'audience a organisé une concertation avec les régionaux et donc qui sont venus me préparer d'actions de fin de mandature qui permettent de faire une bonne transition vers la mandature prochaine. Et ils ont d'ailleurs, au regard du contexte, souhaité qu'il y ait une prolongation, n'est-ce pas, de leur mandat afin de mieux préparer ces textes, de consulter les jeunes depuis la base jusqu'au sommet, parce qu'en réalité, toutes ces agitations dont vous parlez sont dues, une fois de plus, à la désinformation et à la mauvaise maîtrise des textes du Conseil national de la jeunesse. Il y en a qui sont allés s'affilier sans véritablement comprendre que c'est également une structure d'apprentissage et de volontariat. Ils croyaient que c'était comme le Parlement ou l'Assemblée nationale où on y va pour certains avantages et rémunérations. Donc, d'où donc cette agitation, mais nous, au niveau de la tutelle, ça ne nous surprend pas, parce que c'est des agitations des réseaux sociaux où les jeunes s'expriment. C'est tout à fait normal que les jeunes s'expriment. Mais je pense que ça n'ébranle pas la marche de cette institution, du bureau qui est en place et qui n'a fait d'aucune contestation de toutes les façons au sein des organes mis en place. Parce que pour parler de l'agitation dont vous parlez, ça ressemble à un individu qui dans sa chambre a écrit sur les réseaux sociaux, comme il y en a beaucoup, qui inondent les réseaux sociaux des documents fake et autres. Nous, à la tutelle ici, les seuls documents que j'ai vu passer n'avaient qu'une seule signature d'un individu. Alors, les autres dont on parle, les 2/3 et tout ça sont où? Moi, je n'ai pas vu. Vous comprenez? Donc, j'estime quand même que c'est une expression d'un jeune, d'une préoccupation.
Il y a probablement des préoccupations, effectivement, qui sont certainement pertinentes et que d'ailleurs le bureau, en se réunissant avec les régionaux, a essayé d'adresser les questions de subvention. Vous comprenez? Ça fait depuis un certain temps, les bureaux locaux ne reçoivent pas cette subvention qui est pourtant là, à cause des procédures. Donc, nous essayons aussi également de leur apprendre les procédures. Voilà, André-Marie Dibamo, je voudrais vous permettre de réagir à cette intervention du ministre de tutelle, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui est la tutelle du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Écoutez, j'ai écouté cette émission du ministre de la Jeunesse, tutelle du Conseil, dimanche dernier, et j'aimerais simplement dire que les jeunes de l'Assemblée générale ne sont pas entièrement à part. Ce n'est pas une jeunesse qui serait différente de la jeunesse du bureau exécutif national qui l'a reçue par ailleurs. Et que en réalité, l'expression de la jeunesse se trouve aussi au sein de l'Assemblée générale. Et que les différentes résolutions issues de l'Assemblée du 15 ne peuvent que aider l'administration centrale, la tutelle qu'il est, à agir et à mieux porter les désidérata, les doléances de la jeunesse auprès du chef de l'État. Alors, dire que les jeunes ont pensé que le Conseil était une sorte de parlement où on venait... Il y a quelques avantages. Écoutez, le Parlement, ce n'est pas les avantages. Moi, ce que je retiens, c'est que c'était un Parlement. Un Parlement, c'est effectivement un lieu où on parlemente. Et c'est ce qui est dit dans l'article... Il y avait une suite, il parle de Parlement où on part chercher quelques avantages ou quelques rémunérations. L'article 1er du Conseil, c'est une plateforme de discussion. Alors, l'action, ça peut être aussi là où on va plaidoyer pour que la jeunesse ait plus de considération. Et c'est ce que nous faisons depuis 3 ans. Les avantages, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont au niveau national savent ce que c'est que le Conseil. On n'arrive pas au niveau national par hasard, surtout si on n'a pas dépensé pour la jeunesse. Si on n'a pas entretenu la jeunesse au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional pour arriver au niveau national. Les élections au niveau national, c'est les jeunes qui contribuent, c'est les jeunes qui donnent, c'est le volontariat tel qu'il a évoqué tout à l'heure. C'est eux qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur temps. Et ce que nous faisons ici à la télévision ou depuis quelque temps pour édifier les uns et les autres sur les textes du Conseil, c'est également du volontariat. Dans tout ce que vous avez fait, entrepris dans le cadre de la convocation de l'Assemblée générale, de sa tenue et toutes les résolutions prises, à quel niveau avez-vous impliqué le ministère de tutelle? Est-ce que vous les avez impliqués? Oui, à tous les niveaux. Nous les avons impliqués déjà au début de la procédure, déjà en 2019. Nous les avons saisis et en 2020, nous les avons, en 2021, en février, nous les avons saisis en mars et chaque fois les nouveaux textes qui sont issus de l'Assemblée du 15 mars ont été transmis et à chaque fois nous avons toujours toutes les traces. Donc la preuve, le ministre ne peut pas dire qu'il n'était pas informé de toutes ces procédures parce que nous avons des documents laissant trace et des ampliations. Donc tout a été fait dans le sens de rester dans la légalité. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression, c'est pourquoi nous avons commencé par là, de dire qu'il y a une jeunesse à part entière et il y a une jeunesse entièrement à part. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec cette tutelle-là? Nos relations avec la tutelle sont bonnes. Nous n'avons pas de relations dangereuses, nous n'avons pas de mauvaises relations avec la tutelle. Nous entretenons une relation professionnelle avec la tutelle qui reste pour nous jusqu'à ce que l'une des résolutions qui consiste à faire passer la tutelle du MINJEC à la présidence aboutisse. Nous restons attachés à la jeunesse. Donc, oui, après l'Assemblée générale, on a vu la présidente du bureau exécutif national avec ses membres et quelques démembrements régionaux être reçus par le ministre en charge de la jeunesse et de l'éducation civique. Le bureau exécutif a même été reçu à la primature et c'est en qualité de présidente du bureau exécutif national qu'elle a été reçue. Tout à fait. Oui, et je voudrais vous poser la question parce que vous avez annoncé des procédures judiciaires contre certaines autorités et certains individus au cas où ils outrepassent le rôle et la fonction qui est la leur. Où en êtes-vous aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il n'y a pas eu de dépassement véritablement. Vous parlez des mesures judiciaires, nous n'avons pas fait. Nous avons simplement appelé les gens à être mesurés sur les conséquences qui peuvent être issues d'une trop forte collaboration avec un bureau qui serait illégitime, un bureau qui a 4 personnes. Je comprends qu'il n'y a aucune contestation, mais j'ai l'impression que nous parlions, ou bien l'Assemblée générale prêche au désert.
Mais pourquoi il n'y a aucune enquête pour aller voir, une enquête journalistique pour savoir quels sont les membres? Je voudrais que vous invitiez sur un plateau de télévision, puisqu'il n'y a aucun problème au sein du Conseil, et vous lui demandez quel est le nom du président. Mon président s'appelle, quel est le nom du vice-président, du bureau exécutif? Quel est le nom du trésorier général? Son adjoint. C'est 10 personnes, je vous ai dit. Quand on vous donne les noms jusqu'à 10, je vous dis, si ça atteint 5, alors nous n'avons plus de raison de parler. S'il y a plus de 5 personnes dans ce bureau, alors nous n'avons pas eu raison de mener toutes nos actions. Nous les menons simplement parce que nous savons qu'ils sont légitimes. Est-ce qu'ils sont reçus? C'est normal que la jeunesse soit reçue. Et je vous dis une fois de plus, nous n'avons aucun conflit avec un jeune, puisque nous sommes appelés à vivre longtemps. Si nous allons vivre 40 ans, nous serons 40 ans de conflit. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. André Dibamou, on va vers la fin de cette émission, malheureusement. On vit les dernières minutes, mais je voudrais que vous nous dites quelle est la suite, ou que vous nous disiez quelle est la suite des événements au moment précis. Parce qu'on sait qu'on est à la fin du mandat, on sait qu'il y a une assemblée générale encore qui se prépare. Quelle est la suite des événements à votre niveau en tant que président de l'Assemblée générale du 15 mars? Au niveau de l'Assemblée générale, nous essayons de scruter l'évolution de l'actualité. Comme nous l'avons dit, nous scrutons tout ce qui est en train d'être fait en prenant soin de recadrer chaque fois ce qui va déborder, ce qui sort du cadre normalien des prérogatives des acteurs impliqués au sein du Conseil. À notre niveau, nous sommes en train de préparer les états généraux de la jeunesse. Donc, au-delà des consultations, nous avons annoncé depuis le 15 mars, ce sont les états généraux de la jeunesse que nous préparons sereinement. À notre niveau, nous sommes en train de discuter avec les partenaires financiers, les partenaires du Conseil, au niveau national et international, à l'effet de préparer ces différentes organisations. Nous aurons certainement l'occasion, une fois que nous aurons bouclé ces différentes propositions, de demander à rencontrer les autorités administratives, le Premier ministre, chef du gouvernement, la tutelle, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, tout le monde, pour que, ensemble, les différentes résolutions qui sont issues d'une jeunesse dynamique, une jeunesse qui pense et qui ose, puissent être actées à ce niveau-là. André-Marie Dibamou, merci d'être venu échanger avec nous aujourd'hui. Merci Arnaud Gueffak et merci à Canal 2 de nous avoir offert cette opportunité. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardé. Une forte équipe technique mobilisée ce matin pour vous. Marie-Claire Ekwe, Lionel Kepfeu, Amadou Sangou, Narcisse Niamsi, Sandrine Neni, Léonard Dombou. Le tout coordonné par le réalisateur Thierry Kamto. Merci à l'assistance de Sidonie Ebanga. La rediffusion, ce sera demain, lundi, à partir de 9h. Soyez bénis en ce dimanche de Pâques. À bientôt.